fois, bonjour tout le monde. Et Dora, on va commencer tout de suite avec les diapos. Est-ce que vous La voyez? première, si on pouvait aller au début. Voilà. Voilà. Alors, nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est un peu particulier, dont on ne parle pas très souvent, ces Alsaciens qui sont partis ailleurs. Alors, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis, il y en a qui sont partis en Israël, il y en a qui sont partis en Algérie, mais ce qu'on sait moins, c'est tous ces Alsaciens qui sont partis lorsque l'Alsace a été annexée et devenue territoire allemand. On continue ? Voilà, alors je fais un tout petit rappel historique pour vous resituer l'Alsace. Là, à gauche, vous voyez qu'elle fait entièrement partie du Saint-Empire romain germanique. Là, en 1200 aussi, jusqu'en 1648, où elle va devenir française. Et ensuite, oui, alors l'Alsace était dans le Saint-Empire romain germanique. Et il n'y avait plus de Juifs en France, comme vous le savez très certainement. Hein. Les derniers qui ont été expulsés, c'est en 1394. Et il y a une partie qui est surtout du Nord, qui sont venus aussi s'installer en Alsace. Donc la France, jusqu'en 1648, était complètement ce qu'on appelle en allemand Judenrein, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de Juifs. On continue. Voilà. Alors, en 1648, au traité de Westphalie, l'Alsace est redevenue française. Mais si je vous ai mis cette carte, c'est simplement pour vous montrer à quel point l'Alsace, qui était le judaïsme alsacien, qui était essentiellement rural, l'Alsace était composée de baronnies, de principautés, de républiques, de villes libres. Et après 1648, lorsqu'elle est devenue française, il y a une partie de l'Alsace qui est tombée complètement dans l'escarcelle de la France, mais il y a quand même toute une série de comtés et de baronnies qui ont continué à survivre et qui ont donc mis le holà à Louis XIV, qui voulait, à l'époque, expulser les Juifs comme ils avaient été expulsés du reste de la France. Mais de nos seigneuries, ça n'a pas marché avec eux parce que, évidemment, les Juifs, ils ont toujours été une source de revenus, donc on voulait la garder, cette source de revenus. Hein. C'est pour ça que les Alsaciens sont restés en Alsace, même lorsque l'Alsace était française. On continue ? Alors voilà, alors on arrive à cette période que je vais aborder, c'est-à-dire la guerre de 1870. C'est une guerre qui a été très très courte. C'est une guerre, d'ego. Hein. C'était une histoire entre Napoléon III et Bismarck, une querelle de pouvoir. Hein. Et finalement, ce sont les Allemands qui ont gagné et il y a des territoires qui ont dû être cédés à l'Allemagne. Vous voyez là le trait rouge. Ce sont les territoires qui sont donc entrés dans la confédération germanique. On continue ? Voilà, alors c'était ça, hein, l'Empire allemand qui a fait la guerre à Napoléon III. Vous voyez, du Saint-Empire romain germanique, il y a des tas de petits de principautés d'États allemands qui se sont regroupés sous l'égide de la Russe pour former un pouvoir un tout petit peu plus fort. Et c'est cette confédération qui a donc fait la guerre à la France et qui a donc gagné cette guerre. Et qui a donc, et les conséquences de cette guerre, c'est l'annexion de l'Alsace et une partie de la Lorraine. On continue ? Voilà. Alors, ce conflit franco-prussien, il n'a duré que quelques mois.
Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les conséquences ont été très lourdes. Nous, ici en Alsace, on a pas mal souffert de cette guerre, même si elle n'a duré que quelques mois. Il y a eu de grandes batailles, comme celle de Froschwiller-Wörth en Alsace du Nord, dont ici tout le monde se souvient, même nos générations, et qui ont donc inauguré une grande défaite, la défaite de la France. Et le 10 mai 1871, le traité de Francfort, il a mis fin à la guerre et la France a été obligée de payer 5 milliards de francs or pour que les Allemands quittent le territoire. Vous imaginez la somme. Et elle a donc perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine, grosso modo l'actuel département de la Moselle, donc 14 000 km² de territoire et presque 1,6 million d'habitants, et 20% de son potentiel minier et sidérurgique. Ça a été une très grande perte. On continue. Alors, donc, les Alsaciens lorrains sont donc désormais allemands. Seulement, l'article 2 du traité de Francfort offre une clause d'option. C'est-à-dire que les sujets français qui sont originaires des territoires cédés et qui veulent conserver leur nationalité ont donc joui jusqu'au 1er octobre 1972 d'un temps pour faire une déclaration préalable à l'autorité compétente. Alors, je ne vous dis pas le sac de nœuds que ça a été, parce que les habitants, ils sont allés se faire enregistrer en France, ils sont allés se faire enregistrer en Alsace. Et il y en avait qui avaient 2 ou 3 certificats d'option en se disant que ça peut toujours servir. Et voilà, et on continue. Et au final, la majorité des signataires ne sont pas partis, hésitant à s'exiler et pensant que peut-être avec ce document, bon, on pourra faire autre chose. Et seulement l'administration allemande les a rattrapés le 30 septembre 1972. Il a recherché tous les optants et puis a vérifié s'ils ont bien vidé les lieux. Et dans le cas contraire, l'option était invalidée et puis il ne restait plus qu'à partir. Hein. Il ne pouvait pas rester. On continue. Alors, qui est parti et où est-ce qu'ils sont partis? Alors, c'est surtout l'élite qui est partie, les professions libérales et fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui avaient un statut intéressant et dont le statut a été plus intéressant en France qu'en Allemagne. Alors, ils sont partis surtout pour conserver leur niveau de vie. On continue. Et aussi beaucoup de jeunes hommes de 18 à 25 ans parce qu'ils voulaient échapper au service militaire prussien qui était très, très, très draconien. Et il y en a eu beaucoup. Hein. Vous voyez, 70% des recrues qui manquent, enfin, 1872. Hein. Et alors, qui est parti surtout des réformés, mais aussi beaucoup de membres de la communauté juive qui étaient assez francophiles depuis la Révolution. Vous vous en doutez bien, nous avons été les premiers à être émancipés et ça, c'est quelque chose qui a compté dans la vie, dans la vie des Juifs alsaciens, cette liberté qui nous a été accordée. On continue. Alors, la grande majorité des optants ne partent pas très loin. Ils se sont installés dans les départements voisins. On a trouvé plus de 70 000 Alsaciens-Lorrains en Meurthe-et-Moselle, 50 000 dans les Vosges, 10 000 dans le territoire de Belfort. Mais il y en a quand même qui sont partis fonder des villages en Algérie. Et il y avait une très, très belle solidarité qui a permis de trouver partout des bureaux d'aide qui ont en fait permis de trouver du travail, des bons de logement, de transport, parce que ben, l'Alsacien a toujours, tous les Alsaciens, hein, le juif y compris, ont toujours été considérés comme de bons travailleurs. Hein. Donc, ils étaient acceptés partout. On continue. Voilà, alors là, je vous ai mis le Grand Est pour vous situer Sedan. Vous voyez où est Sedan? Complètement en haut à gauche.
Alors, c'est de cela qu'on va parler en particulier parce que, bon, il y a des Juifs alsaciens qui sont encore partis ailleurs, en Normandie, à Paris, où ils avaient déjà des attaches. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont privilégié Sedan? Et bon, pour la Normandie, ce sera pareil, mais pourquoi ont-ils privilégié Sedan? Je vais vous le dire dans un instant. On continue. Alors, regardez voir, il y en a beaucoup de l'Alsace du Nord qui sont partis là-bas, Bischwiller, Chiropen, Buxwiller, Westhofen. Alors, pourquoi Sedan? Je vous le donne en mille. Par exemple, si vous connaissez un tout petit peu Bischwiller, quelle était quelle était la fonction principale des Juifs de Bischwiller? Quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un le sait? On trouvait beaucoup d'industriels, mais des industriels de quoi? Reposez votre question, je m'excuse si vous permettez. La principale activité des Juifs de Bischwiller, par exemple. Marchand de bestiaux? Non, pas dans ce point-là. Bischwiller était une ville industrielle, ne l'oubliez pas. Hein, on avait fait tout un... Non, plus personne ne se souvient? Dans le textile? Dans le textile, voilà, tout à fait. Myriam, bien, 10 sur 10. Hein. C'est vrai que la dernière fois, tu as parlé de ça. Oui, ouais. j'en avais beaucoup parlé quand j'avais présenté la communauté de Bischwiller. Hein. Donc, ils étaient surtout dans le textile. Oui. Et Sedan et toute la région des Ardennes étaient connus pour leur manufacture de draps qui datait déjà du 17e non du 18e siècle, manufacture de draps, bonnetterie, ganterie, tout, ils étaient vraiment au top pour le textile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont donc partis là-bas parce qu'ils étaient assurés de trouver du travail. On continue? Voilà, alors ils sont aussi partis. Bon, alors là, on a parlé de l'économique. Mais ils sont aussi partis parce qu'ils craignaient les attitudes anti-juives de la part des nouveaux administrateurs. Hein. Enfin, il y a eu des pogroms en Allemagne quand il y a eu la montée des nationalismes. Il y a eu beaucoup de pogroms en Allemagne en 1817, 1819 et surtout en 1848. Et ça a hanté beaucoup les Alsaciens et les Juifs alsaciens, ils avaient peur de cette attitude. Et ils sont aussi partis par patriotisme, évidemment, parce qu'ils étaient très, très attachés à la France, qui a, comme je le disais tout à l'heure, a été un des premiers pays à les émanciper. Quand on pense que dans la confédération des États allemands, les Juifs n'ont été émancipés qu'en 1869. Vous voyez un peu le décalage, hein? On continue? Pour la question de l'émancipation en Allemagne, oui. Mais dans la révolution de 1880, c'est le Reichser. Alors, ils pouvaient être députés sans être émancipés? 1880, c'est après 1869. Oui, 1848, quand il y avait les émeutes en toute l'Europe du libéralisme. Il y avait un député juif, Gabriel Reiser. Et ça m'étonne pour le retard de l'émancipation, parce que c'est... Mais moi, je parle de la Confédération. Alors, il était député où, hein? Parce que toute l'Allemagne... Il faisait partie de la rencontre des libéraux dans l'église Saint-Paul à Francfort, comme député juif. Oui. Bon, je vais étudier... oui. Il y a eu certainement des exceptions, hein, mais dans l'ensemble, quand les ghettos se sont ouverts en Allemagne, les Juifs se sont donc précipités sur toutes les, les professions, les universités, les professions libérales,
et on les retrouvait beaucoup dans les grandes villes. Il y avait aussi, ils avaient aussi une plus forte démographie que la nation allemande et ils réussissaient aussi beaucoup mieux, n'est-ce pas, avec toutes ces années de Talmud derrière eux. Hein. Ils avaient le sens des affaires et puis l'esprit aussi. Hein. Ils réussissaient beaucoup mieux dans toutes les professions et ça a donc développé un antisémitisme très fort qui a débouché sur ce qu'on sait en 39-45. Hein. Mais ça date déjà de cette époque-là. Hein. Et en 1848, c'est pratiquement dans toute l'Europe, hein, puisqu'on a eu aussi des exactions en Alsace du Nord. Quand j'ai parlé d'Ettendorf, hein, c'était en 1848 qu'on a donc attaqué le cimetière et la synagogue. Il y a eu des exactions aussi en Alsace, mais beaucoup moins que pas sous forme de pogrom comme en Allemagne, parce qu'en Allemagne, à un moment donné, il y avait les pogroms Hep Hep. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, où on poursuivait les Juifs en disant Hep Hep, comme au temps des croisades, et où il y avait des bains de sang, hein, alors qu'en Alsace, c'était plutôt des exactions et des choses comme ça. Hein. C'était pas tout à fait la même chose. Mais en Allemagne, il y a eu des bains de sang. Hein. À Würzburg, par exemple, en Bavière, hein, ça a été très meurtrier. Hein. Et puis, les gens sont restés très passifs. Et puis, la police n'est pas vraiment intervenue, ou alors elle intervenait trop tard. Alors, ça n'a pas beaucoup changé plus tard. La nuit oui, des non, ça n'a puces, pas beaucoup changé. Hein, ouais. Voilà. Voilà. Alors, pour vous montrer à quel point Sedan a conservé la mémoire de ce flux migratoire, vous voyez, à Bijuler, on a une rue de Sedan et à Sedan, on a une rue de Bijuler. On continue? Voilà. Alors, j'ai écumé un tout petit peu avec, par personne interposée, le cimetière de Sedan, parce qu'évidemment, je ne suis pas allée jusqu'à Sedan. Mais il y a une personne de la Société d'Histoire qui m'a photographié un tas de tombes et j'ai donc retrouvé certains optants, hein, par exemple ceux de Bijuler, les Troller, Blum, Meyer et Weil, qui ont atterri à Sedan et ils ont donc, une fois qu'ils ont monté leur maison, ils sont partis à Roubaix monter une draperie. On continue? Voilà, alors une autre personne de Haguenau. Ils ont des tombes, des stèles très particulières, hein, en Ardennes. Hein. Un Blum de Haguenau, marchand de draps, vous voyez, il n'y a que des gens comme ça qui sont partis. Hein. On continue? Voilà des clins d'Aubernay. Alors, pareil, marchand de draps, tailleur. Hein. Et puis, donc, on est monté en grade et puis le fils, le fils est devenu manufacturier. On continue? Voilà d'autres tombes. Alors, des Haas de Pashtat, des Weil, ceux-là, je crois qu'ils étaient de Hatten, voilà, Hatten, vous voyez, et des Haas encore de Mutterholz, qui sont donc partis à Sedan et qu'on retrouve dans le cimetière. C'est génial, Dora. C'est la première fois que je vois que le mot Alsace est gravé sur les tombes. Je n'ai jamais vu ça encore. Et bien voilà. On continue? Voilà encore d'autres. Ça, c'est la famille Troller. Alors, la famille Troller, elle vient de Bijuler. Et puis après, bon, il y a eu une partie qui est allée à Sedan, une partie qui est allée à Roubaix et une partie qui est restée à Strasbourg. Vous avez la famille Moses de Wienersheim. Et là, vous avez de nouveau le Haut-Rhin, la famille Netter de Berkheim. Donc, vous voyez, il y a pas mal... Il n'y a pas seulement les Juifs d'Alsace du Nord qui sont partis, donc à Sedan, il y a aussi, étant donné qu'il y avait des filatures hein, du côté de Mulhouse, hein, donc on est aussi dans le coin du textile, qui sont eux aussi partis à Sedan. On continue?
Voilà, alors on va parler un tout petit peu de la communauté juive de Sedan pour voir un tout petit peu comment elle s'est formée. Donc le Moyen-Âge, c'était à Sedan, c'était dans les Ardennes, un tout petit peu comme partout en France, une période particulièrement troublée, jusqu'en 1606, où Charles de Nevers, le monsieur à gauche, il a fondé dans les Ardennes la ville de Charleville. Alors, évidemment, comme d'habitude, et ça, c'est une constante qu'on retrouve à peu près partout, pour y développer son économie, on invite qui? Des familles juives. Hein? Donc là, en l'occurrence, c'était des familles juives allemandes de Francfort. Donc, ces familles y ont élevé une première synagogue, la Maison des Juifs, qui sera fermée par la police, je ne sais pas pourquoi. Une deuxième synagogue a été édifiée rue des Juifs en 1630 et un cimetière a été construit derrière le bastion de Gonzague. Mais en 1633, expulsion de cette communauté parce que, si je ne me trompe pas, ce cher monsieur qui était indépendant par rapport à la Maison de France est rentré s'est allié avec la Maison de France. Hein, donc, expulsion. Ça aussi, c'est une constante. Hein. On demande aux gens de venir et après, quand on les a bien pressurés comme des citrons, eh bien, on les remet à la porte. On continue. Alors, à la fin de 1651, 18 ans plus tard, il y a des Juifs d'Amsterdam, originaires du Portugal, qui se sont installés à Charleville. Alors, Charleville, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est juste à côté de Sedan. Hein. C'est la ville principale des Ardennes. Et en 1670, la synagogue est fermée, car un certain Joly souhaite y construire à sa place un abattoir ou une boucherie. On se le demande, pourquoi? Par la suite, les Juifs hésitent à s'installer dans la contrée. Et puis, ils connaîtront jusqu'au XVIIIe siècle des péripéties comme un peu partout. N'oubliez pas qu'on est à l'époque, donc 1618, 1640, non, c'est après la guerre de 30 ans, hein. C'est après la guerre de 30 ans, où le repeuplement se fait petit à petit en Alsace et dans les Ardennes comme ailleurs. Hein. Et voilà, une fois de plus, le 17 mai 1709, la Cour du Parlement ordonne leur expulsion de Sedan, alors qu'ils sont installés dans la ville depuis moins d'un an. Hein. Donc, ça n'a de nouveau pas plu à quelqu'un et hop, on vous met à la porte. On continue. Voilà, alors arrive notre grand homme, Napoléon, qui rétablit donc la liberté des cultes après la Révolution et donc en 1806, enfin, une petite communauté estimée à 8 personnes peut se fixer à Sedan. Et elle augmente lentement. En 41, 57 âmes. En 1850, vous avez quelques familles juives, mais celles-là, elles viennent de Metz, de la région de Metz, les Créanges. On en a aussi eu quelques-uns. On a aussi une branche à Haguenau. On avait aussi une branche à Haguenau. Isaac May et Israël Klein. En 65, on a 66 âmes. Et en 72, vous voyez, après l'annexion, il y a plus de 200 âmes. Alors, le culte se célèbre d'abord dans un appartement particulier rue Saint-Michel, puis successivement au faubourg du Mesnil et rue Carnot. C'est en principe dans la maison de monsieur Créange et les descendants. Hein. Et c'est ainsi que Sedan devient le centre du judaïsme dans les Ardennes. On continue. Alors, de 1800 à 1870, c'est la période des administrateurs, avec, donc, on retrouve les Créanches, Salomon et Joseph Pintus, ceux-là, ils viennent aussi de Metz, mais c'est surtout après la guerre de 70 que la communauté juive va se développer dans cette ville économiquement prospère grâce à l'afflux des Juifs originaires d'Alsace et de Lorraine qui fuyaient donc les provinces annexées. Vous voyez, ça commence déjà à prendre une certaine forme.
Voilà, là, il y avait, je crois, autant que je me souvienne, autant qu'on m'a dit, un magasin juif dans le temps et puis ici, il y avait aussi un magasin juif. On continue? Alors en 1897, la communauté administrative, est gérée par, Matthieu Wolf, le rabbin, dont on reparlera tout à l'heure. Pintus Joseph qui était président, mais je n'ai pas retrouvé la tombe de ce monsieur, donc il n'est pas enterré à Sedan. Mais par contre, on a retrouvé la tombe des Nersan Cahen. Worms, je n'ai pas trouvé non plus, mais Salomon et puis Matthieu Haas. Vous voyez, tous ceux-là sont donc enterrés à... Alors, c'est déjà... Alors, Haas, il est de Pashtat, comme on disait tout à l'heure, et puis Nersan, lui, je ne sais pas d'où il est, mais Salomon, il était aussi de... C'était aussi un Alsacien. On continue? Alors, l'affaire Dreyfus n'épargne pas Sedan. Il y a eu une vive campagne antisémite orchestrée par les journaux ardennais et des petits commerces verront leurs vitrines voler en éclats. Et à cette époque-là, il y avait quand même déjà une centaine, il y avait eu 250 âmes dans les Ardennes et une centaine à Sedan. On continue? Alors, on va un tout petit peu plus loin. On est déjà en 1940. Donc, il y a eu un ordre d'évacuation concernant la vallée de la Meuse. Et le département des Ardennes a été vidé en 4 jours. Et les Juifs soudanais sont partis. Et il y en a très, très peu qui reviendront. Alors, qui est revenu? Cette famille Bloch, donc dont on reparlera tout à l'heure. Hein. Et... au début du XXe siècle, les Ardennes comptent malheureusement peu d'habitants. Il y a encore une petite communauté à Charleville, mais la communauté de Sedan est déjà quasi inexistante parce que les personnes âgées ont disparu et les jeunes sont montés en Israël. Alors, ce monsieur Bloch, on verra tout à l'heure son père, qui était ministre officiant et qui venait de Bischheim. On continue? Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, 108 Juifs ardennais, 32 noms au moins morts au mémorial, vont trouver la mort, fusillés ou assassinés dans les camps d'extermination. Et on a donc un monument au cimetière qui rappelle leur martyre. Je vais vous montrer le monument d'un peu plus près. Continuez. Voilà, alors c'est le cimetière Saint-Charles, donc c'est un cimetière communal et dans ce cimetière, il y a donc un carré juif en contrebas, là, voilà, au fond. Hein. Et donc ce monument, on continue. Voilà le monument. Alors si vous regardez bien, il n'y a plus tellement de noms alsaciens, il reste des Bloch qui sont alsaciens, d'origine alsacienne, des Bader qui sont d'origine alsacienne, et puis Lehmann aussi. Voilà. Et tous les autres, ce sont des gens qui sont arrivés. Bader, Haas, Alfred encore. Hein. Ils sont arrivés d'ailleurs. On continue. Alors, de 1808 à 1870, les Israélites dépendaient du consistoire de Metz. Ensuite, ils ont été rattachés à celui de Lille et le nombre d'âmes nécessaires pour la constitution d'un rabbinat étant de 200, le consistoire central a donc, dès le mois d'avril 72, envoyé un rabbin à Sedan pour veiller aux besoins spirituels de la communauté et de ses environs. On a donc créé en 73 un rabbinat indépendant de la circonscription consistoriale de Lille. Alors, il faut 200 âmes pour créer un rabbinat. Il faut combien d'âmes pour créer une communauté?
Et une synagogue, pour avoir une synagogue dans une communauté, vous vous rappelez de ça? Je l'ai aussi déjà dit dans une de mes émissions. À votre avis, il faut combien d'âmes pour avoir une synagogue? Si je me souviens, c'est 21, c'est ça? 20, 21? Voilà, tout à fait. Myriam, 20 sur 20, Elle écoute bien. 10, 20 sur 10. Ah, c'est une très bonne élève, Myriam. Hein? Une très, très bonne élève. Oui, il faut une vingtaine de personnes, hein, et pour qu'on soit sûr, parce que, bon, comme il y a toujours des jeunes dans une communauté, il faut qu'on soit au moins sûr d'avoir un minyan de 10. Hein. On continue? Voilà. Alors là, je vous ai mis, vous allez voir, rien que du beau monde. Donc, les administrateurs, on en a déjà parlé. Donc, les créances sont administrateurs dès le début, hein, en 1800 déjà, tout à fait au début, après l'émancipation et après l'installation de la première communauté. Ensuite, Salomon et puis ensuite Pintus. Ensuite, parmi les rabbins, vous allez voir, on n'a que du beau monde. Et alors, regardez voir où ils sont nés, tous ces rabbins. Hein? Chirophen, Westhofen, Fegersheim, Osheim. Tout ça pour vous dire que finalement, c'est l'Alsace qui a donné le plus de rabbins à la France. Hein. C'est en Alsace, c'est dans les familles alsaciennes qu'on a envoyé le plus de jeunes. Bon, rabbin, vous savez que ce n'est pas une profession, hein, on le dit. Hein. Mais disons que pour au début, c'était plus ou moins l'élite hein, qui faisait des études de rabbinat. Mais une fois que les rabbins ont été, que le séminaire est parti à Paris, que les rabbins ont été payés en 1831, il y a beaucoup de familles pauvres qui ont donc envoyé leurs enfants au séminaire à Paris pour devenir rabbin parce que c'était une promotion sociale. Alors voilà, on a eu Dreyfus Jacques-Henri, alors de Chirophen. Donc il est resté, donc c'était un des premiers rabbins, donc le tout premier rabbin de 72 à 80. Et après, il est reparti à Paris, il est devenu rabbin de Paris. Ensuite, on a celui-là que tout le monde connaît. Tout le monde le connaît, Simon Debray. Oui, hein? Le père et le grand-père de toute la famille Debray au service de la France. Hein? Voilà, et bien lui aussi, il a commencé à Sedan et ensuite, après, il est devenu naturellement grand rabbin de Paris. Ensuite, un autre rabbin qui est connu, qui est célèbre parce qu'il est mort pour la France, il était aussi aumônier militaire, c'est Ruf Jules de Fegersheim. Et puis, un autre, Wolf Mathieu. Alors, si vous voulez, comment dire, avoir des informations plus complémentaires sur la vie de ces rabbins, je vous renvoie au site du judaïsme alsacien où ils sont pratiquement tous recensés. Hein, donc, vous pouvez connaître toute leur vie. Hein. Alors, le dernier n'était pas rabbin, il était, celui-là, Ben Isaac, il était ministre officiant et il travaillait donc en qualité de rabbin. Alors, il y a eu une interruption de 1940 à 42, comme vous en doutez. On continue. Bon, là, vous avez les ministres officiants. Donc, il y en avait un déjà en 1808, tout à fait au début. Et puis, bon, alors, voilà. Alors, c'est celui-là qui m'intéresse. Metzger Serre Henri. Tout à l'heure, vous avez vu une stèle concernant la famille Bloch. Je vous ai dit qu'elle venait de Bischheim hein, et qui était mariée à un Metzger. Eh bien, ce monsieur-là était le papa de la dame Metzger qu'on a vue sur la tombe tout à l'heure. Et la famille Bloch, c'est une des rares, la famille Bloch-Metzger, c'est une des rares familles qui est revenue après 45, se réinstaller à Sedan.
Hein. Vous voyez, il était adjoint au maire, c'était quelqu'un qui était donc, pour vous dire, comme d'habitude, les Juifs se sont impliqués dans la vie de la communauté, dans la communauté nationale, hein, qu'ils étaient bien intégrés. Alors ici, vous avez le rabbin Dreyfus, ici, vous avez le rabbin Debray, là, vous avez la stèle du rabbin Rupp, et là, vous avez Mathieu Wolf, et là, vous avez la stèle de Henri Metzger. Hein. De Metzger. Ouais. Voilà, la stèle de Metzger. Hein. Ouais. On continue. Voilà, alors le dernier, alors là, il y a une colle. Hein. Alors, celui qui va trouver ça, il aura gagné le yo-yo en bois du Japon. Hein. Le dernier rabbin, regardez voir les dates. Alors, jusqu'en 63, il n'y a pas eu de rabbin. Hein, il n'y a pas eu de rabbin. Et donc, le dernier rabbin de Sedan, il était rabbin de 63 à 85. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les années 60, l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord a contribué à agrandir de nouveau la communauté juive de Sedan et à vivifier un tout petit peu de nouveau. Mais ils sont partis très, très vite. Hein, ils ne sont pas restés. Un peu comme en Alsace. Hein. En Alsace, on avait aussi mis les Juifs qui sont arrivés d'Europe, d'Algérie, on les avait aussi transplantés, essayé de les transplanter dans la ruralité. Hein. Il y en avait, par exemple, la famille Selam à Niederbronn, ou des choses comme ça, ou à Sarre-Union, mais ils ne sont pas restés dans les petits villages. Hein. Ils sont remontés, ils sont remontés à Strasbourg. Hein. Ils avaient la famille Zenou à Sarre-Union. Oui, voilà. Alors, bon, je n'ai pas trouvé de Juifs d'Afrique du Nord de Sedan. Alors, si vous regardez bien, là, vous voyez ça? Vous reconnaissez ça? C'est où ça? Ça, c'est à Strasbourg, non? Eh bien oui, c'est à Strasbourg. Strasbourg, alors, j'ai mis le Juif de Strasbourg, voilà. C'est derrière ma porte, en fait. Et c'est la famille, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. C'est la famille Balouka. Hein. Voilà, c'est toute la tribu Balouka. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Hein. Donc, ils n'ont rien à voir avec Sedan. Hein. C'était juste une illustration hein, pour dire de quelle façon les Juifs d'Afrique du Nord sont arrivés et les familles se sont agrandies, mais ils sont vite partis dans les grandes villes et en Israël. Hein. Ils ne sont pas restés. Hein. Si vous permettez, de cette famille Balouka, il y a une prof de mathématiques qui enseignait dans notre lycée régional au sud d'Israël. Elle habite Kfar Maimon, mariée au rabbin Kling de Lyon. Et une fois, je l'ai demandé, elle dit, oui, je suis de la famille Balouka qui vient du centre du Sahara. De Gardaïa. De Gardaïa, exactement, du Mzab, la région du Mzab. Du Mzab, hein. Le monde est petit. Ouais. Et Kling, je pense que Kling, c'est... Il était rabbin à Lyon, maintenant il est rabbin à un institut de filles de France. De Dauwendorf. Ah oui. Oui. Il a des ancêtres alsaciens qui viennent de Dauwendorf. Vous voyez, le monde est petit. Hein? Très petit, oui. On continue. Voilà, alors voilà la synagogue. Elle est pas mal, la synagogue. Hein. Elle a été édifiée, donc, elle a été inaugurée en 1880. Avant, il n'y avait pas de synagogue. On faisait le culte dans les maisons. Hein. Et donc, un style romano-byzantin. Et puis, donc, elle a été inaugurée en grande pompe. En présence de Simon Debray, du grand rabbin de Lille, évidemment, puisque c'était l'ancien consistoire, du grand rabbin de Bruxelles, Dreyfus, qui était en parenté avec l'autre rabbin Dreyfus qui était déjà là, et du grand rabbin de France, Lazare Isidore. Hein. Elle est jolie, elle est jolie. On continue? Et aujourd'hui? Eh bien, on va y arriver. On va y arriver.
Voilà, alors donc, elle a été classée au monument historique en 1984, mais malheureusement, depuis le départ du dernier rabbin, elle n'ouvre ses portes que pour la fête de Yom Kippour. Et on fait venir, qui c'est qu'on fait venir pour faire l'office? Ça aussi, vous le savez? Quand il n'y a plus personne, qui c'est qui vient pour faire les Myriam, offices? il faut que tu répondes. Myriam, vous avez la réponse? Ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts à rendre service et à venir. Les éclaireurs, les... Ah non, 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 non. Tu parles de Lubavitch. Les Lubavitch, oui, je parle de Lubavitch. Hein. Ils sont toujours prêts à faire des offices un peu partout. Hein. C'est un tout petit peu leur fonds de commerce. Hein. Ils sont chaliards un peu partout. Hein. Ouais. Voilà, alors c'est eux qui viennent à Yom Kippour et puis c'est encore ouvert pour la journée du patrimoine. Alors, il y avait une demande de la communauté juive que la ville de Sedan envisage de prendre à sa charge l'entretien et la conservation. Mais bon, ils se font un peu tirer la patte. Hein. Rien n'est encore prévu. Hein. Vous voyez, ils ont aussi un Oculus là derrière l'Arche Sainte. Hein. Oui. Hein? Où est-ce qu'il y a en Alsace un Oculus derrière l'Arche Sainte? Vous le savez? Je vais réviser aujourd'hui. Hein? À Schirmeck. Hein? À Schirmeck, il y a un très bel Oculus. Vous irez une fois l'admirer dans l'Arche Sainte. Hein? Donc, vous avez toute cette lumière qui rayonne sur les sphorim. C'est vraiment très, très beau quand on ouvre l'Arche. Hein? On continue? Voilà, alors elle a été bombardée, la toiture a été détruite et puis elle a été restaurée après la guerre quand même. Hein. Vous voyez, ça c'était donc la synagogue autrefois et ce qu'il y a devant, ils appellent ça le parvis des femmes. Je ne sais pas pourquoi. On continue. C'est sans doute là que les femmes se retrouvent à la fin de l'office pour bavarder, hein, comme d'habitude. Voilà l'intérieur. Vous voyez, elle est très belle. Elle est encore très, très belle et très, très bien entretenue. Hein. On continue. L'état est vraiment incroyable. Pardon? L'état de la synagogue est incroyable. Oui. Ce serait vraiment une belle, vous voyez, une belle acquisition. Et donc, il y a des visites. Alors, la dame que vous avez là au milieu, c'est Séverine Bloch. Donc, c'est l'arrière-petite-fille du ministre officiant Metzger et de ce monsieur Bloch dont on a vu la stèle. Hein. Donc, c'est une des rares familles qui est restée. Hein. Alors, ça a été offert, le paroret, ça a été offert par des familles. Hein. Elle est vraiment encore très, très belle. Hein. On pourrait faire vraiment quelque chose de bien. Hein. Et puis, les chapiteaux corinthiens sont décorés. Elle est jolie, cette synagogue. On continue? Alors là, j'ai pris la photo parce que ça, c'est extraordinaire. Regardez voir, j'ai jamais vu une chaise d'Élie comme ça. Hein. Elle est vraiment très particulière. C'est super. Bon, ça fait maison. Oui, c'est certainement fait maison. Mais là, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris. Ou alors, il met les pieds dessus. Ah oui, mais peut-être les pieds dessus pour… Oui, c'est par rapport à la hauteur, en fait. Par rapport, oui, pour bien caler l'enfant, je pense. Bon, d'accord. Voilà, alors, il y avait des synagogues, vous voyez, pour Bourg-du-Ménil, à la manufacture des draps Créanche. Ça, c'était une des premières maisons juives. Ensuite, après, chez le fils Salomon, dans la rue Saint-Michel. Après, il y avait aussi encore une troisième maison juive rue du Beurre en bas de la rue. Et puis ensuite, après, on a eu donc la synagogue que vous avez vue tout à l'heure. On continue? Oui, alors là, je vous ai mis quelque chose qui est donc assez particulier et qui est donc un tout petit peu la conséquence de cette histoire. Hein. À gauche, vous avez une tefila française et à droite, vous avez une tefila allemande. Alors, ce sont les deux sidourim de mes arrière-grand-mères. Hein. Donc, j'en avais une qui était à Nancy
et j'en avais une qui était restée en Alsace. Vous voyez? Et alors, je ne vous dis pas, ce sont des sidourim féminins, hein, c'est-à-dire des exactement, ces prières pour des femmes israélites, pour des jeunes filles israélites. Oui. Ouais, c'est formidable. Et oui, les jeunes et les moins jeunes. Moi, j'ai appris à l'alphabet dans celui-là. Jungfrau, c'est aussi petite fille, c'est aussi vierge. Mais tout est en langue du pays. Hein. Alors là, Bog, vous connaissez tous le rabbin Bog, le grand rabbin Bog. Hein. C'était un grand érudit qui a fait qui a écrit énormément de choses. Et puis il avait un langage, tout ce qu'il y a de plus châtié, un langage très soutenu, avec des phrases très alambiquées. Enfin, c'était un plaisir, c'est un plaisir de le lire. Hein, mais bon, il faut le comprendre. Hein. Et puis là, c'est en gothique, hein, donc on lisait le... Moi, j'ai appris à lire le gothique. Hein, c'est aussi un très bel allemand, parce que l'allemand peut être vulgaire et peut être très classique. Et ça, c'est un allemand classique, en principe, très modéré, très modéré. C'est une beauté extraordinaire. Donc, j'ai appris à lire sur les genoux donc, elle l'a donné à ma grand-mère, et donc ma grand-mère m'a donc appris à lire l'alphabet dans celui-là, hein. Pas dans le français, vous voyez, dans celui-là. On continue, c'est juste pour vous montrer, voilà, vous voyez ce qu'il y a dans ces livres, et c'est un peu la même chose, hein, des deux côtés, la prière de la jeune fille, la prière de la fiancée, la prière de la mariée, la prière de la femme pour son mari absent, pour l'époux malade. Et de l'autre côté, c'est pareil, hein, c'est la prière de la mère pour le jour de mariage de sa fille, de son fils, pour l'orpheline. Voilà à quoi nous étions réduits, nous autres femmes, autrefois, hein, à dire des prières pour tout le monde. Oui, il y avait encore Tsenarena pour les femmes. Ah oui. Tsenarena, il ne faut pas oublier. Je l'ai aussi. Vous avez sans doute. C'est dans chaque ménage traditionnel. Oui, je l'ai aussi, pas en yiddish, mais en français, mais je l'ai. Et c'est aussi très, très édifiant comme ça, hein, pour faire des jeunes filles, enfin, c'est pour jeunes filles de bonne famille, quoi. Vous voyez, là, par contre, il y a quelques kol nidré, minra, il y a quelques mots en hébreu, et donc, ce sont cet aleph-bet que ma grand-mère m'a appris. Voilà, on continue. Regardez, Dora, à la fin, c'est super. Il y a les femmes de la Bible. Il y a Oui, une étude historique et religieuse. Hein, c'est génial. Oui, tout était fait pour l'édification de la jeune fille. Hein, on avait quand même droit à certains morceaux de la Bible. Hein, quand même à l'époque. Hein. Et alors là, c'est l'heure de goûter. Ça, c'est quoi? Le Google-Op. Non. C'est pas le Google-Op. Non, ça c'est le gâteau Mola des Ardennes. Alors figurez-vous que c'est ce que les Alsaciens ont emporté dans les Ardennes, c'est-à-dire les poteries de Betzdorf et de Supplenheim et leur savoir-faire. Mais ça, c'est pas un Google-Op, c'est un gâteau Mola des Ardennes. Vous regarderez sur Internet, vous verrez. Bien sûr, on mange exactement la même chose. Hein. On mange chez nous le Google-Op en Israël. Eh bien, sachez que dans les Ardennes, il a été transporté dans les Ardennes sous un autre nom. Et je crois qu'on arrive à la fin. Oui. Voilà. Alors, je voulais remercier un historien que j'avais connu et qui avait déjà, que j'avais connu lorsqu'il a fait des recherches à Bijuler sur Sedan. Ensuite, Séverine Bloch, qui est donc cette historienne et guide qui est donc restée à Sedan et qui fait donc les journées européennes. Et puis ensuite, il y a le collège, l'atelier patrimoine du lycée, qui a aussi fait un petit livret sur ce qui s'est passé pendant la guerre, hein,
voilà. Et aujourd'hui, la communauté locale là-bas, on a combien de personnes? Ben, il y en a peut-être encore, s'il y en a une dizaine, c'est beaucoup. Ouais. Dizaines, d'accord. Ouais. Quand ils veulent, oui, ils vont, quand ils veulent, ils vont à Charleville. Charleville, il y a encore une communauté qui est relativement, il y a un peu plus de monde. Ils arrivent encore à avoir minyan à Charleville, mais à Sedan, ils n'arrivent plus à avoir minyan. Hein. Ou alors il y a encore il y a encore aussi quelques juifs, mais qui ont complètement quitté la pratique et qui ne s'impliquent donc plus dans la vie de la communauté. Et qu'est-ce qu'il y a encore, je voulais demander, pour les bâtiments appartiennent à qui aujourd'hui? Le bâtiment, ben, il appartient toujours au consistoire. Hein. D'accord. Le consistoire de Metz ou le consistoire de Strasbourg? Non, pas de Strasbourg. Non, pas de Strasbourg. Ça n'a rien à voir avec Strasbourg. Hein. Le consistoire de Metz. De Metz, j'imagine. Le consistoire de Metz, oui. Le consistoire de Metz. Hein. Il dépend de Metz ou de Lille maintenant. Je ne me souviens plus si c'est Lille ou si c'est Metz. Non, je crois que c'est Lille. Hein. Je crois que c'est au consistoire de Lille. Hein. Je crois que c'est au consistoire de Lille. Hein. Mais bon, ils aimeraient bien que la municipalité s'en occupe parce que le bâtiment est encore. Il a été restauré après la guerre, hein, donc il est encore tout à fait dans un état. Vous l'avez vu, il est encore en très très bon état. Oui, et ils aimeraient bien qu'ils en fassent ça pourrait être un joli lieu culturel, hein, comme un peu partout. Hein. Ce serait dommage hein, de ne rien en faire de ce bâtiment et de le laisser. Hein. Alors, la Société d'Histoire s'en occupe, hein, donc ils font comme ici, hein, ils font des visites, ils essayent de faire vivre un tout petit peu le lieu, mais bon, c'est tout. Hein, voilà. Bon. C'est dommage, hein, parce que c'est vraiment un beau bâtiment, c'est encore un très beau bâtiment. Est-ce que quand on parle de Mézières, est-ce que Mézières, c'est le même Mézières que Mézières-les-Messes? Non, c'est Charleville-Mézières. Ah, d'accord. C'est Charleville. Hein, c'est donc la ville principale, c'est donc le chef-lieu sans doute hein, des Ardennes, hein, Charleville-Mézières. Ça, c'est. Oui. Alors, évidemment, les manufactures, il n'y en a plus non plus, hein, parce qu'au départ, elles étaient dans des châteaux, hein, vraiment dans des châteaux, les manufactures. Et puis, donc, le textile a périclité comme un peu partout. Et seulement, il y a un point, on appelle le point de Sedan, hein, qui est un peu particulier, qui a survécu. Il y a encore des petites entreprises qui font des choses. Hein. Il y a la ganterie qui a continué, et puis des petites manufactures. Hein, mais bon, plus rien à voir avec les Juifs. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, hein, il n'y a pas seulement des Juifs, mais aussi des protestants hein, qui sont partis, qui en ont quitté l'Alsace. Et puis, par exemple, l'église de Sedan a été construite sous l'égide du pasteur Goulden de Bischwiller. Donc, vous voyez, Bischwiller a beaucoup compté dans la vie de Sedan. Hein. Donc, eux aussi. Et puis ensuite, bon, c'est toujours pareil. Il y a eu, comment dire, ils ont été acceptés. Hein, ils ont été acceptés dès le départ parce qu'ils avaient un savoir-faire et puis parce qu'il y avait besoin d'une main-d'œuvre. Mais il y a toujours eu comme ça aussi un tout petit peu des dissensions entre juifs et non-juifs. Hein. Ouais. Voilà.
Laura, je voulais te remercier énormément. Voilà. Alors, il y aura une suite Merci beaucoup. parce que, évidemment, il y a des Alsaciens qui sont partis parce qu'ils voulaient rester français. Mais donc, ils ont laissé un vide dans cette Alsace annexée et ce vide a été comblé par des Juifs allemands. Et alors, il y a aussi de très belles histoires de Juifs allemands qui sont venus s'installer en Alsace et qui ont participé à la prospérité de l'Alsace, eux, aussi. Et qui ont été expulsés avec tous Oui, les Allemands oui, voilà. après la Première Guerre mondiale. Voilà. Les grands magasins qu'il y avait à Strasbourg et à Colmar, ils ont tous été expulsés avec les Allemands Voilà. non-juifs. Et Catégorie B. tu es en train de lire mes pensées, Martin. Tu es en train de Pardon? lire mes pensées. Tu es en train de lire mes pensées. Bien Parce que sûr. j'allais le dire. Et Bien sûr, entre Israël et l'Alsace, ça fonctionne. Après 1918, on a mis tout le monde à la porte, juifs y compris. Dora, Voilà. j'ai une question à vous poser qui est un petit peu liée, mais peut-être pas assez, à ce que vous avez parlé ce matin. Vous savez, le judaïsme alsacien a toujours été un judaïsme religieux. C'est-à-dire qu'ils ont toujours transmis là où ils se déplaçaient. Ils ont été toujours religieux et ils tenaient vraiment les mitzvot de façon depuis aussi longtemps qu'on peut remonter dans l'histoire. Et comment ça se fait que les Juifs de Lorraine ont été moins religieux et que le patrimoine religieux a été moins transmis? Parce qu'au départ, c'était la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Juifs d'Alsace restent plus religieux que ceux de Lorraine? Peut-être parce que le judaïsme alsacien était avant tout un judaïsme rural. Un judaïsme rural. Donc, quand on est dans des petites communautés, on est beaucoup moins exposé à l'environnement. Alors que, je prends pour exemple, Chirofen et Bischwiller. Alors, Chirofen, ils étaient vraiment pieux. Il n'y a qu'à lire Alexandre Weil, les mémoires d'Alexandre Weil, et vous en serez convaincus. Alors que Bischwiller, qui était une ville industrielle, ils sont devenus beaucoup plus rapidement, ils sont entrés beaucoup plus rapidement dans une espèce de bourgeoisie. Et à partir du moment où vous montez, où la promotion sociale se fait, les pratiques, vous montez dans la promotion sociale et vous descendez en pratiques religieuses parce que vous voulez vous intégrer. Vous comprenez? C'est la même chose à Metz. C'est très difficile de faire partie d'un conseil. En Lorraine, il y a eu des tas de... C'est la même chose à Metz. De faire partie d'un conseil municipal, par exemple, et quand il y a un pot à la fin du conseil municipal, de dire oh là là, oui, le vin n'est pas caché, je ne peux pas participer, le vin, bon, je ne peux pas participer. Vous voyez, ils ont essayé de s'intégrer, pas vraiment s'assimiler. L'assimilation était beaucoup plus loin. Ce sont les Juifs qui sont partis à Paris qui se sont assimilés beaucoup plus vite. Mais à partir d'un certain moment... En Lorraine, il y a des petits villages aussi, des tout petits villages, mais même dans les petits villages, les gens étaient beaucoup plus assimilés, ne connaissaient moins, avaient moins une culture, une connaissance. C'est une question sur laquelle je vais me pencher. Mais l'Alsace, on a toujours dit aux ces Alsaciens, quand ils sont montés à Paris pour le Grand Sanhédrin, on a dit c'est des bouseux, on nous a toujours traités de bouseux. Et alors qu'on avait nos érudits, on avait nos érudits en Alsace, on avait des yeshivot en Alsace. Oui. Et donc, on était... il y a des gens qui ont publié, on avait... en Lorraine, je ne sais pas, il faudrait que je me penche sur la question, parce que je connais très très mal la Lorraine. Moi, je ne suis jamais partie au-delà de la ligne bleue des Vosges. C'est clair qu'il y avait moins, c'était moins religieux, ça c'est évident. Encore que, je ne sais pas, il faudrait, parce que j'ai lu, c'était Jean Daltroff qui a fait un livre sur, je crois, Metzerlis, et puis qui a fait aussi, il y a aussi quelque chose qui est apparu sur Ventoux, sur le petit village de Ventoux, je ne sais pas.
Mais c'est une très bonne question, hein. Je vais me pencher dessus. Hein. Ça m'intéresserait vraiment. Oui, ben, maintenant ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi je parce pense que que ça intéresse tout le monde. je n'ai jamais fait cette comparaison parce que c'est vrai que je ne suis jamais vraiment sortie de ma sphère alsacienne. Hein. Parce oui. que moi, mes origines sont Niederwies en Lorraine. Ah oui, non, j'ai dit Metz-Service. Metz-Service aussi, tout le monde, tu connais. Non, c'est Niederwies, le livre de Jean Daltroff. Jean Daltroff, c'est Niederwies, il l'a écrit avec mon frère d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Et Metz-Service aussi, Metz-Service, ce sont le côté de ma maman. Et il y avait des familles froumes, il y avait des familles religieuses, mais c'est pas comme en Alsace. Une autre forme de religiosité peut-être. Hein. Parce que nous, on a vraiment été un vivier de rabbins aussi. Hein. La plupart des rabbins, à la fin du 19e siècle, venaient d'Alsace. Hein. On a vraiment eu un grand vivier de rabbins. Hein. Et alors, comment ça se fait qu'en Lorraine, ça s'est arrêté? Il y en avait aussi jusqu'à l'époque du Shah Gatarié, et après, ça s'est terminé. Comment ça se fait? Je ne sais pas, ils sont peut-être entrés dans la modernité plus… Ça vaut un doctorat en sociologie. Oui. Sans doute, c'est une question que je n'ai jamais pensée, mais comme je connais, vous avez absolument raison. Je compare l'Alsace toujours avec le judaïsme suisse. C'est quelque chose de tout spécial, l'Alsace. Oui. Vraiment tout spécial. Je comprends, malgré les rapports qu'il y a eu entre le judaïsme suisse et le judaïsme alsacien, rapports historiques, les mêmes noms, Guggenheim, Weil, Bloch, comme c'est très, très différent. Et il faut aussi se poser la question pourquoi. C'est, à mon avis, une affaire pour un sociologue, ça vaut un doctorat. Absolument. Oui, mais je ne ferai pas de doctorat là-dessus, mais je me pencherai quand même sur la question. Hein, parce que je vais voir, parce qu'il me semble que Freddy Raphaël n'a pas écrit grand-chose là-dessus. Il s'est aussi contenté de rester dans le judaïsme alsacien. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais Jean Daltroff n'a pas parlé de ça. Il n'a pas analysé ce sujet-là. Il a raconté l'histoire de Niederwies, qui est l'origine de beaucoup de familles juives, dont la mienne, mais il n'a pas élaboré sur le judaïsme et l'essence même de. Peut-être qu'il n'y a pas de documentation vraiment là-dessus, alors que sur le judaïsme alsacien, on a tout un tas de documentation, tout un tas de Daniel Stauben, de Eli Scheid, on a tout un tas d'écrits sur ce qu'était ce judaïsme alsacien. Et d'ailleurs, les Juifs qui sont… Je me rappelle que quand j'ai étudié un tout petit peu les Juifs qui sont partis aux États-Unis, dans tous les livres que j'ai lus là-bas, on parlait toujours de gens orthodoxes quand on parlait des Juifs alsaciens. Hein, tout à fait. Oui, on parlait toujours de gens orthodoxes. Pour eux, ils étaient vraiment orthodoxes, hein, les Alsaciens. C'est un peu la même chose pour l'engagement des Juifs alsaciens dans le sauvetage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les organisations juives, les 5 organisations qui ont trafiqué les enfants en Suisse et qui étaient dans les éclaireurs et dans les partisans, c'est avant tout le judaïsme alsacien, pas comparé avec le reste de la France et d'autres pays de l'Ouest. Oui, non, ils étaient engagés, c'était des gens qui étaient particulièrement engagés, hein, à tous les niveaux, hein, donc aussi sur ce plan-là, hein, c'est sûr. Nous pouvons être fiers de nos origines judéo-alsaciennes. Alors, Dora, merci encore une fois. Le sujet était vraiment super et voilà. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je pense que tu as ouvert les yeux à beaucoup de monde. Comme chaque fois. Voilà, encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté. Alors, je vous fais un petit rappel. Les 24 à la salle Bloom, on fait la présentation du livre d'Alain Kahn sur les dialectes judo-alsaciens. Alors, voilà, il ne faut pas oublier. Qui est un petit bijou. Voilà, absolument.
à rapprocher aussi du livre de Simon Debray, hein, qui a aussi écrit un livre et Freddy Raphaël aussi a écrit avec. Mais celui d'Alain Kahn, il faut le lire, c'est du pur judaïsme rural. Hein. Voilà. De cœur, voilà. Est-ce que je peux faire une requête, une demande à Yoav et Dora, peut-être à tout le monde? Maintenant que les frontières sont de nouveau rouvertes et qu'on peut peut-être un peu plus librement voyager et que le printemps approche, est-ce que Yoav, vous seriez intéressé à organiser un voyage, une journée ou deux même, de faire le tour de tous les cimetières d'Alsace où on a étudié avec vous pendant tout le temps de ce Covid, et de faire, nous on viendrait de Londres et puis on se joindrait à vous et faire 2 jours de visite de tous les lieux, d'aller enfin un peu partout et puis… je pense avec plaisir. Il faudra qu'on regarde le côté technique. Voilà, tout à fait, le côté technique, partir en autobus le matin, revenir le lendemain soir, enfin quelque chose comme ça, nous de Londres aussi. On a fait ça en août avec un petit détour par le musée judéo-alsacien. Absolument. Tout à fait, avec vous, Dora. Je parle pour ma paroisse. Voilà. Absolument. On va parler de ça. On va discuter. Avec plaisir. On se voit la semaine prochaine, lundi, on va parler des Ingwiller. Voilà. Un autre sujet, comme tous les sujets qui sont importants. Et voilà. Pour l'instant, je vous souhaite Shavua Tov. Merci beaucoup. Merci. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Hein. Ça me fait toujours chaud au cœur. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne semaine. Shavua Tov. Shavua Tov.